Thank you very much, Lionel. That was far too long an introduction, Rita. I'm presuming that my task is to introduce the session with a Pan-Africanism and the actual speakers for today, which I'm very happy to do. Yesterday's session was very stimulating. Today we turn to look at from the role of intellectuals in Pan-Africanism, and today we're going to discuss where is Pan-Africanism today and where is it headed. And to lead that discussion, we have none other than Professor Theophile Obenga, who has a very impressive and long trajectory and engagement with Pan-Africanism that began in 1961 when he discovered Cheikh Anta Diop's book, Nations, Nègres et Culture, de l'Antiquité nègre égyptienne au problème de l'Afrique noire aujourd'hui, a book that would shape him decisively. He was already a philosopher with Greek and Latin up his sleeve, and he then turned to Egyptology and linguistics. So in 1973, he published his first book, L'Afrique dans l'Antiquité, Égypte ancien, Afrique noire, with a preface by Cheikh Anta Diop. In 1974, Cheikh Anta Diop and Obenga were the two scholars from sub-Saharan Africa to take part in the UNESCO colloquium entitled Le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement et l'écriture méroitique. This was part of the General History of Africa project, which gave rise to those 9 volumes, which were really the beginnings of Africans writing African history. Their contributions, particularly in the field of linguistics, were widely acknowledged and recorded, and he's continued his collaborations with UNESCO. So that in the 1980s, he moved to direct the International Center for Bantu Civilizations based in Libreville, Gabon, and he founded the journal Muntu. 1991, he returned to the Republic of Congo and taught Egyptology at the Marienne Ngouabi University in Brazzaville. And ANC, the Review of Egyptology and African Civilizations, was established in February 1992. Obenga is its current director. So from 1995, he taught Egyptology at Temple University in Philadelphia, and with his collaborators has also taught Egyptology in Paris. He's a professor emeritus at the University of San Francisco, where he served as head of the Department of African Studies until 1902. He returned to the Congo and set out to build a large university with a Pan-African vocation. And the first courses were inaugurated just this year in February 2021. As you can see, Professor Theophile Obenga is a prolific scholar who's published over 30 books and many more articles. After his presentation, we'll ask him to present for about 30 minutes, if I'm correct. We will hear from Odile Tobner. Odile's Pan-Africanist commitment was revealed 50 years ago with the co-creation of the bi-monthly review, Peuple Noir, Peuple Africain, with her husband, Mongo Betty. From then on, this professor of classics who had taught 17th century French literature between 1978 and 84, never ceased to combine her academic activity with those of an essayist committed to the defense of a very militant negritude. Numerous essays in that spirit dedicated to the struggle against racism, xenophobia, neocolonialism constitute many of the milestones in her trajectory. Notable among these, the Dictionnaire de la Négritude, published by Harmattan in 1989, Négrophobie, the réponse aux négrologues, journalistes franco-africains et autres falsificateurs de l'information, co-authored with Boubacar Boris Diop and François-Xavier Verschave in 2005. And L'Afrique répond à Sarkozy, Contre le discours de Dakar, which he co-authored with 22 other writers and was edited by Maki Gassama. Du racisme français, 4 Centuries of Negrophobia, was published in 2007.
So with all these achievements, Odile was elected president of Survie in 2005, and she is the director of the Librairie de Peuple Noir, Yaoundé, Cameroon. She's an absolute model of foresight, courage, self-sacrifice, and humanism. Welcome, Odile, and thank you for joining us. So we have two significant Pan-Africanists with great history to begin with. And then we'll have further comments from our historian, Amzat Boukari Yabara, who is originally from Benin and Martinique. Welcome, Amzat. Amzat Boukari Yabara holds a doctorate in African history and civilizations and a degree in Latin American studies. He has been the Secretary General of the Pan-African League, Umoja, since 2016, and is the author of a political biography of the historian Walter Rodney and books on Mali and Nigeria, as well as numerous articles. He is also the author of a recent publication on Pan-Africanism, Africa Unites, Une histoire du Pan-Africanisme, 2016. He's a speaker, a scientific advisor in many projects and organizations committed to the promotion and dissemination of the history of Pan-Africanism. So we have a next generation, but an historian coming who will give the next commentary. And then we have philosopher Lewis R. Gordon, African-American philosopher and professor from the University of Connecticut. His primary research interests, welcome Professor Gordon, his primary interests include Africana philosophy, existentialism and phenomenology, and post-colonial thought. He's a global authority on the thoughts of Fanon and has used a phenomenological analytical grid to assess fundamental questions about existence in the modern world. Through the experience of, I would say, anti-Black racism, Lewis Gordon interrogates the larger question of philosophy. What is a human being? His major writings include Bad Faith and Anti-Black Racism by Humanity Books, 1995, What Fanon Said, which is a brilliant introduction to Fanon's life and thought, published in 2015, and a book called Freedom, Justice, and Decolonization, published by Routledge just last year, 2020. Then we will hear from David Anthony. David, welcome. So David comes from the University of California, like me, professor of African history. He was born in New York City and graduated from New York University and earned his MA and PhD at the University of Wisconsin-Madison. He has taught at Coppin State College, now a university, the University of Oregon, and since 1988, the University of California, Santa Cruz. He's done field work in Tanzania, Lesotho, and South Africa, and his work has been published in many journals, African Studies Review, Journal of Religion in Africa, Journal of Anglican Studies, and others. He authored Max Jurgan, Raceman, Internationalist, Cold Warrior, published in 2006, and his interests are in African and African-American history, art, music, literature, and cinema. Eastern and Southern Africa are his particular continental interests, along with African languages, the Indian Ocean world, African and African-American linkages, Islamic civilizations, African diaspora studies, and world history. Thank you very much. So without more ado, I think that's all the introductions, that's all the details I have. We will go straight to hear from Professor Théophile Obenga. The floor is yours. Avant toute chose, permettez-moi de dire toute ma satisfaction de participer à cette rencontre. Vu l'éminence des collègues, notamment le professeur Lewis Gordon, dont j'ai lu attentivement tous les ouvrages, et tous les autres collègues. Donc, je crois qu'on aura un bon débat, un bel échange d'idées, et ceux qui nous entendront aussi, j'espère qu'ils auront la même satisfaction. Alors, à propos du panafricanisme, c'est une idée qui date de presque un siècle, plus d'un siècle. On a senti que
on a eu une douleur commune, très longue douleur. Il n'y a que les animaux qui n'apprécient pas leur douleur, qui ne mesurent pas le poids de leur douleur. Les êtres humains ont la mémoire, la conscience pour prendre toute la mesure de leur douleur. Pendant 500 ans, donc 5 siècles d'esclavage, de travail gratuit, de bâtir la bourgeoisie européenne moderne qui a fait la révolution industrielle et qui a fait la modernité. À la base, il y a les Africains, il y a l'effort gratuit des peuples africains, il y a l'esclavage. S'il y avait pas là où il n'y a pas eu l'esclave en Europe, là où il n'y a pas eu les empires coloniaux, là où il n'y a eu pas la colonisation, cette partie de l'Europe végète encore, sort à peine du Moyen-Âge aujourd'hui. C'est le cas exactement de l'Europe centrale, dont les campagnes sortent à peine du Moyen-Âge au XXIe siècle. Mais la partie de l'Europe occidentale qui a bénéficié de la traite négrière pendant 500 ans, près de 300 millions de Noirs partis en déportation et qui ont travaillé gratuitement pendant 5 siècles, cette Europe a bénéficié du travail gratuit et a pu faire une bourgeoisie et créer un nouveau capital moderne. Et d'où la puissance de l'Europe occidentale par rapport à l'Europe centrale. C'est dû au travail des Noirs. Mais en retour, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la colonisation, on a eu le mépris et on a eu des dettes jusqu'ici. On a été colonisé, esclaves, ça ne suffit pas, colonisé, ça ne suffit pas, et on a endetté les plus pauvres, les plus endettés par la Banque mondiale, par le FMI. C'est ça notre situation actuelle. Et les conséquences, c'est qu'on meurt par immigration dans la mer Méditerranée. Les Espagnols vous tuent à bout portant dans les Canaries. On dit qu'on est noyé. Nous, on n'a jamais montré ces cadavres criblés de balles. Donc, est-ce que les Noirs ne peuvent pas mesurer cette douleur? Est-ce que les Noirs sont tellement aliénés qu'ils ne peuvent pas prendre la mesure de cette douleur et qu'il faut s'en sortir définitivement de façon radicale? Sinon, l'Occident, quels que soient les hommes, les femmes de l'Occident, jamais, au grand jamais, ils ne vont aider l'Afrique à se développer. Parce que l'Occident vit uniquement du continent africain. Ils n'ont pas d'uranium, mais ils sont les premiers à avoir l'uranium. Ils n'ont pas le pétrole, ils n'ont pas le bois, ils n'ont pas le diamant. Ils sont les premières capitales du diamant. Ils n'ont pas le diamant. Voyez-vous? Mais est-ce que les Noirs ne comprennent pas? Qu'est-ce qu'il faut encore, faut-il comprendre? Il y a eu des morts. Les Malcolm X sont morts pour ça, les Black Panthers sont morts pour ça, les Luther King sont morts pour ça, les Dubois, les Marcus Garvey sont morts pour ça, les Kwame Nkrumah, les Jomo Kenyatta, les Tomboya, les Julius Nyerere, les Boganda, les Sankara, le dernier, sans compter les Cabral, sans compter les Samora Machel et les Mondlane. Qu'est-ce qu'il faut encore? On ne comprend pas encore qu'il faut changer radicalement et se faire comme tous les autres peuples de la Terre. Il n'y a aucun crime à se libérer. On n'est pas contre l'humanité. Voilà pourquoi, au lieu qu'on parle des idées, il faut aller maintenant concrètement. Et je voudrais, il faut faire une constitution de l'État fédéral africain. Il n'y a pas d'autre moyen. Et donc, l'Union africaine doit créer une commission des juristes, des philosophes, des historiens, des sociologues, des culturels, etc., des musiciens, de tout le monde, pour essayer de faire un projet de la constitution de l'État fédéral africain. Alors, mais il faut un ensemble d'idées qu'on peut appeler préambule. Et si vous me permettez, c'est ce préambule que je vais essayer de vous présenter très brièvement. C'est que, au cours de l'histoire de l'humanité et dans la marche des siècles, les peuples du monde décident librement de leur destinée, en connaissance de cause. De la volonté commune de bâtir un État fédéral pour sortir définitivement du mépris de l'Occident. Donc la volonté politique panafricaine est une vieille idée, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ainsi, nous, peuple africain,
après avoir, au début de ce 21e siècle, après avoir réfléchi sur notre propre histoire et l'histoire du monde, nous décidons souverainement la décision de créer un État fédéral panafricain indépendant en associant les États indépendants méprisés parce qu'elle n'est pas une puissance politique. Elle peut avoir de l'économie, des puissances économiques, c'est secondaire. C'est la puissance politique d'abord, à l'échelle continentale et dans l'unique intérêt des peuples africains. Et cet État fédéral panafricain a donc pour objectifs fondamentaux et pour mission primordiale sacrée d'assurer la sécurité de tous les peuples africains en vue d'une union toujours plus parfaite. Il faut de la sécurité. Aucun autre peuple ne peut assurer la sécurité du peuple africain aujourd'hui. On peut vous jeter les projets, les industries toxiques, on peut vous polluer, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de sécurité. C'est le seul peuple au monde qui n'assure pas sa sécurité au niveau continental. On peut nous attaquer sur mer, sur terre et même dans les airs. Il n'y a aucune sécurité. C'est le problème numéro un. Ensuite, il faut veiller, même des peuples africains ont un même destin. Qu'ils soient au nord, au sud, au centre, à l'ouest, on a le même destin au sein d'un État fédéral panafricain. I'm sure the mood is widely shared. We're having a lot of response to everything that you're saying in the chat, and I will pick up some of that later. But for now, let's hear from some of the other panelists. So I would like to invite Professor Odile. Please give share your thoughts on this hot topic. There are a lot of calls for action rather than the sentiment and the position that has been stated. There's a lot of agreement that we do need to come together as a united Africa. But let's hear what you have to say on this. Je voudrais dédier cette participation à celui grâce à qui je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire Mongo Betty, parce que en cette année 2021, nous commémorons la 20e année de sa disparition prématurée. Par conséquent, je vais en parler plus tard de tout ce qu'il a fait pour contribuer à les grands héros africains qui ont voulu le panafricanisme. C'est d'abord tous ces gens qui ont conquis des indépendances. Pensons à Barthélemy Boganda qui voulait unifier tout le centre de l'Afrique et qui est mort dans un accident d'avion. Pensons à Sylvanus Olympio qui avait préparé justement la première organisation de l'Union africaine, mais qui n'a même pas pu la signer parce qu'il a été assassiné entre-temps. Pensons à Nkrumah, bien sûr, pensons à Modibo Keïta, qui ont préparé cette première organisation, l'OUA, qui est née le 25 mai 1963 à Addis Abeba, et qui réunissait déjà 32 États. Hélas, cette organisation a été largement impuissante ensuite du néocolonialisme, à tel point que l'autre grand jalon qu'on a dans cette histoire, c'est l'intervention, bien sûr, de Sankara à l'OUA en juillet 87, intervention magistrale et extraordinaire. Sankara voulait une réforme de l'OUA pour rendre cette organisation vraiment opérationnelle et africaine. Son discours de juillet 87 est évidemment un jalon qu'il faut toujours des méfaits relire, qui est absolument remarquable à tout point de vue. Et hélas, 3 mois après, il était assassiné. Lui qui aurait été le grand acteur du panafricanisme et de la libération de l'Afrique. Théophile Mangala a rappelé, tous ces morts qui jalonnent l'histoire de l'Afrique, c'est quand même des victimes d'une guerre, de la guerre qu'on fait à une Afrique libre. Ensuite, une volonté de changer l'OUA. Et alors, on a eu l'Union africaine qui est née le 9 juillet 2002 à Durban. Et cette Union africaine, qui siège toujours à Addis Abeba, c'est un peu, si vous voulez, comme l'ONU a remplacé la Société des Nations, finalement, ils sont retombés dans les mêmes ornières. Quand on voit, par exemple, en 2011,
Jean Ping pour l'Union africaine et Goodluck Jonathan, président du Nigeria, venir demander à Gbagbo, dans la crise post-électorale que vivait à ce moment-là la Côte d'Ivoire, venir lui demander de se retirer. Voilà ce qu'a fait l'Union africaine. Ce n'est pas extrêmement glorieux. Il ne faut pas avoir simplement les apparences, le luxe d'une organisation où on place des gens dans des positions de pouvoir, où ils s'endorment et où ils jouissent de tas de privilèges. Le budget de l'UA, vous le savez, est couvert à 75% par les puissances étrangères. Mais les puissances étrangères, c'est la Ligue arabe, c'est l'Union européenne en premier, c'est les USA et c'est aussi la Chine, l'Inde, la Turquie, la Corée. Donc ça explique que ces gens viennent quand ils interviennent plutôt pour les intérêts extérieurs. Donc ça, c'est une chose à laquelle on doit réfléchir. Et si on s'inspire de Sankara, il faut faire avec les petits moyens qu'on a, mais uniquement avec ces moyens, et ne pas essayer de montrer l'apparat ostentatoire et luxueux des organisations internationales, mais vivre comme vivent les Africains dans leur majorité, et cela dans la plus grande indépendance. Donc, les apparences extérieures le disent tout. Hein. Si on regarde que fait l'UA pour la guerre sanglante qui est menée au Cameroun par un gouvernement corrompu et prévaricateur contre les provinces anglophones, contre le sud-ouest et le nord-ouest, contre ces provinces-là, une guerre absolument atroce et sanglante, et l'UA reste les bras croisés. Ça, c'est une impuissance, évidemment, de ces organisations, alors que leurs fondateurs avaient de grandes ambitions, mais ils ont été vite éliminés. Et donc, je vais passer au problème des intellectuels avec des exemples précis. Avec Mongo Betty, nous avons fait la revue Peuples noirs, peuples africains. Et Peuples noirs, peuples africains, ce titre qui a été choisi par Mongo Betty, a les deux axes. Peuple noir, c'est tous les Noirs du monde et essentiellement les Noirs de la diaspora. C'est eux également qui ont contribué à forger les États-Unis. En tout cas, l'indépendance des États-Unis a été soutenue par la puissance du coton, et c'est bien les Noirs qui produisaient le coton. Donc, vous avez, rappelez-vous, Eric Williams, et avec Capitalisme et esclavage, qui nous a bien expliqué tout ça. Peuple noir, c'est les peuples de la diaspora. Et peuples africains, c'est tous les peuples de Alger au Cap qui ont subi, eux, la colonisation. Donc, ils ont ce ciment commun, parce que c'est une expérience commune. Et ils peuvent se comprendre tous ensemble, c'est un des ciments du panafricanisme. Voilà ces deux axes que voulait embrasser Mongo Betty, et il a eu beaucoup de jeunes et il voulait donner, parce que il sortait de l'expérience de la saisie de l'interdiction de son livre en France, saisie par le ministre de l'Intérieur, main basse sur le Cameroun, parce que il n'était pas permis de dire quoi que ce soit sur l'histoire africaine en France. Donc, il sortait de cette expérience douloureuse et de cette lutte qu'il a fallu qu'il affronte pour l'autorisation de son livre, et il voulait donner la parole aux jeunes Africains, parce que les jeunes Africains combatifs et idéalistes, on ne les entendait dans aucun médium. Donc, il a voulu cette revue pour que les jeunes Africains puissent s'exprimer. Et dans nos contributeurs, regardez ce que disait l'un d'eux en 1978. Il s'agit de Dongala, donc le romancier. En mai-juin 78, nous avons assisté à l'une des plus grandes manipulations politiques jamais organisées par la France et l'Occident depuis les indépendances des années 60. Non seulement elle a pu faire accepter par des chefs d'État indépendants le principe de son intervention militaire dans un pays africain souverain, mais elle a aussi réussi
a transformé en libérateur devant l'opinion internationale une compagnie de légionnaires commandée par un ancien tortionnaire. Elle a également réussi à faire croire à cette même opinion que la force d'intervention voulue et créée par elle était une force indépendante et authentiquement africaine, et ce grâce à l'ambiguïté de la position du président Bongo, alors président de l'OUA, dont on ne savait pas s'il parlait au nom de Gabon ou au nom de l'organisation africaine. Et quelques années après, Dongala avait intitulé son article « Coucou, revoici les tirailleurs sénégalais ». Donc, ces troupes africaines dont l'Occident s'est servi pour défendre ses intérêts. Et beaucoup plus d'années plus tard, Midiowan, un autre contributeur de grand talent, écrivait toujours dans notre revue « La plus grande habileté de l'Occident dans ses rapports avec l'Afrique a consisté, chaque fois que ses intérêts l'exigeaient, à détourner les Africains d'eux-mêmes, de leurs responsabilités historiques, pour les amener à se battre de gré ou de force pour sa cause, et souvent contre eux-mêmes. Ainsi, nos rois lançaient leurs armées dans les razzias esclavagistes pour approvisionner les négriers. Allons-nous donc passer notre vie de génération en génération à défendre les intérêts des autres, à combattre pour les autres, à suer pour les autres, à mourir pour les autres, à mourir à nous-mêmes? Sommes-nous condamnés à être éternellement les moyens des autres, les tirailleurs des autres? Le devoir incombe à notre génération de mettre fin à cette fatalité. Et vous voyez, ces propos sont d'une grande valeur encore pour aujourd'hui, pour nous. Donc, vous pouvez découvrir cette revue donc sur mongobeti.org sur le net. Je salue la constitution de ce collectif pour le renouveau africain et du débat qu'il ouvre, parce que, pensons là aussi aux jalons de l'histoire. En 1956, on a eu le premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris. Des personnages, on saurait énumérer toutes les personnalités remarquables qui participaient à cette réunion. Et le jugement des gouvernements occidentaux a été que ces gens-là, finalement, n'étaient pas très sympathiques parce qu'ils avaient des teintures de marxisme. Et en 1959, le deuxième congrès des écrivains et artistes noirs a eu lieu à Rome. Et France Fanon était invitée. Et la France a pesé de tout son poids pour qu'on ne lui donne pas la parole, pour qu'il ne parle pas pendant ce congrès. Et les écrivains africains, dont était Mongobeti, qui était là, ont dit si Fanon ne parle pas, personne ne parlera. Eh bien, Fanon a parlé. Cependant, il n'y a pas eu, finalement, il n'y a jamais eu de troisième congrès. Donc, et en terre africaine, cette fois-ci, j'espère que les intellectuels tiendront bon et pour continuer leur réflexion dans cette organisation. Moi, je suis très confiante pour un avenir où l'Afrique va enfin pouvoir être elle-même et l'Afrique a beaucoup de leçons à donner à l'Occident et surtout, elle a à se sauver elle-même par ses propres moyens et elle le fait. Voilà, je vous remercie. Thank you very much for that presentation. There are provoking so many points in the chat. I'm gathering some of the questions, but I think that in view of time, at this point, we should probably proceed to invite the next speaker to give his presentation, the next two speakers, and then we will have a time for open discussion. So at this point, I'd like to call on Amzat Bukhari Yavara to share his thoughts on the topic, where is Pan-Africanism today? Merci, professeur Amina Mama. Merci à tous les membres du CORECA et tous les copanélistes pour l'organisation de cet événement. Je voudrais rendre un hommage à Aimé Césaire, à Mulatresse Solitude, à Chris Hani et à Winnie Mandela, qui sont des personnages très importants, je pense, dans l'histoire de nos luttes, qui m'ont personnellement inspiré pour participer également au combat panafricaniste.
Alors, mon intervention, en fait, va s'articuler sur les 3 questions présentées, en fait, dans l'exposé du programme. Donc, comment expliquer la déshérence du mouvement et de l'agenda panafricaniste dans un contexte de résurgence des impérialismes divers. Alors, en premier lieu, l'agenda panafricaniste n'a jamais été écrit à l'avance. Nous affrontons des impérialismes qui sont convaincus de leur invincibilité. Tout commence avec l'indépendance d'Haïti en 1804, première victoire mondiale décisive du panafricanisme. Immédiatement, un embryon de communauté internationale avec la France, l'Angleterre, l'Espagne et les États-Unis se dresse contre Haïti, la première république noire. Ensuite, au XXe siècle, le panafricanisme remporte des victoires décisives contre le colonialisme et les régimes d'apartheid sur le continent africain, contre la ségrégation raciale aux États-Unis, pour le retour de la personnalité africaine dans les relations internationales et pour l'affirmation des identités politiques et culturelles africaines. Ce sont des victoires incomplètes, c'est-à-dire que l'agenda du passé n'a pas été totalement achevé. Par exemple, sans parler du franc CFA et des bases militaires, les territoires sont encore sous domination coloniale directe française, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Guyane ou Mayotte. Ensuite, de nombreuses figures panafricanistes comme Patrice Lumumba, Malcolm X ou Thomas Sankara ont été éliminées de manière précoce. Les visions politiques comme celle de Kwame Nkrumah ou de Cheikh Anta Diop étaient bloquées par des divisions internes et par le néocolonialisme. La chute du régime sud-africain de l'apartheid, qui était le bastion du capitalisme et du racisme, n'a pas marqué la fin du capitalisme et du racisme. Dans les années 1990, fin des idéologies est décrétée au moment où l'Afrique revient dans une démocratie de façade, avant même l'indépendance. Frantz Fanon disait que le grand danger qui menace l'Afrique est l'absence d'idéologie, et cette idéologie ne devait pas être le panafricanisme et le grand combat de la diaspora, mais l'unité africaine qui concerne en priorité les peuples du continent. L'absence d'idéologie dans les luttes des peuples du continent est donc la première cause de la déshérence du panafricanisme aujourd'hui. L'Union africaine mise en place en 2002 ne propose pas d'idéologie panafricaine. Différentes tentatives de relancer les congrès panafricains au XXIe siècle n'ont pas fait l'unanimité. Le panafricanisme est donc un lieu de pouvoir prise en dépit de la vitalité de ses expressions populaires. Maintenant, l'agenda panafricaniste comporte 2 grands axes. Mouvement global pour les réparations, qui est impulsé par la diaspora, et le mouvement stratégique pour la renaissance africaine depuis le continent. 2 mouvements sont liés par une dynamique de retour à l'Afrique qui repose sur ce que Cheikh Anta Diop appelait la restauration de la conscience historique. Sans conscience historique, les peuples africains ne peuvent pas identifier le nouveau visage des impérialismes. Ce nouveau visage, c'est celui décrit dans Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, c'est celui du cancer de la trahison dont parlait Amilcar Cabral, c'est celui de la condition des femmes africaines dont Thomas Sankara disait qu'elles sont doublement dominées, c'est-à-dire dominées par des hommes africains qui sont eux-mêmes dominés. Ce que nous appelons résurgence des impérialismes, c'est le fait que toutes les victoires précédentes sont remises en cause par des actualités qui montrent que l'esclavage existe encore, la ségrégation raciale existe encore, le colonialisme existe encore. Les mouvements panafricanistes n'ont donc pas produit les archives nécessaires et suffisantes pour maintenir dans le long terme la vigilance dans nos activités politiques et nos luttes anti-impérialistes. Nous avons donc plus encore de documentation. Les archives montrent que l'Afrique a beaucoup d'ennemis et que le panafricanisme se donne aussi parfois des ennemis inutiles ou secondaires. Les nouveaux impérialismes fonctionnent sur des réseaux d'influence qui ne font qu'exploiter les faiblesses, les distractions et les divisions non réglées au sein même du panafricanisme. Les impérialismes ne font qu'une seule chose depuis 5 siècles, enfoncer le même clou et rejouer la même carte. Deuxième question, comment faire pour remettre l'agenda panafricaniste au centre des priorités politiques des gouvernements africains et des combats des peuples? Beaucoup de choses qui sont réclamées par les peuples africains, comme l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, l'emploi, la sécurité, la souveraineté, ne sont pas des chasses gardées du panafricanisme. Et nous pensons
que le panafricanisme est le système qui peut donner au plus grand nombre de peuples africains une solution avec le plus petit dénominateur commun, à savoir l'unité, mais l'unité dans la diversité. Toutes les solutions sont possibles, mais il faut travailler sur les nuances de nos désaccords politiques, s'organiser de manière lucide, parce que le panafricanisme n'est pas un pouvoir magique. Ceux qui pensent que le panafricanisme fera disparaître tous les problèmes sont des usurpateurs qui n'ont jamais réfléchi aux problèmes que le panafricanisme pourra créer. C'est pour cela qu'il faut un travail rigoureux et scientifique derrière les beaux discours. Maintenant, soit nous changeons les gouvernements, soit nous changeons la politique des gouvernements. Les deux cas, la question est de mettre le panafricanisme au pouvoir. Si nous voulons remplacer les gouvernements qui décident des agendas et donc de nos vies, il faut mener une bataille électorale, y compris dans les années sans élection. La stratégie des partis politiques est ingrate et kamikaze parce que le champ électoral africain est généralement verrouillé par les pouvoirs, d'une part, et d'autre part, tant que le panafricanisme ne se présente pas sous la forme d'un système et d'une doctrine de gouvernement, il a peu de chances de s'imposer dans des systèmes de coalition électorale. Autre possibilité est de mener une politique de pression sur les gouvernements actuels pour qu'ils s'emparent de l'agenda panafricaniste, avec par exemple la demande de référendum sur les questions de souveraineté. C'est parfois l'option des sociétés civiles qui mobilisent en utilisant l'indignation naturelle face aux politiques actuelles. Les sociétés civiles font des manifestations, des pétitions, des meetings, des actions, tout en se voulant apolitiques, favorisent une forme de clientélisme et de volatilité des agendas. Le panafricanisme peut et doit structurer davantage les sociétés civiles en aidant des groupes qui se battent chacun sur un enjeu différent à se retrouver dans une problématique commune. Tant que chaque organisation de la société civile travaille sur une thématique unique, elle reste dans sa zone de confort. Or, la cause du panafricanisme ne peut triompher que si elle élargit son champ d'action pour mobiliser plus de monde. Le problème est que les mouvements panafricanistes, même quand ils sont progressistes, n'ont pas toujours assez d'ouverture d'esprit ou de ressources pour se tourner vers des groupes qui ont d'autres priorités que le panafricanisme. Le panafricanisme pose donc la question de l'amour social et de l'infrapolitique, c'est-à-dire de la cohésion des sociétés civiles dans le cadre national, berlinois, et de leur transformation en société politique panafricaine dans le cadre transnational. Ce sont souvent les mêmes combats des peuples d'un pays à l'autre. J'ai cité l'historien Walter Rodney, résume le travail de persuasion que nous devons faire pour relancer un internationalisme panafricaniste dans les termes suivants. J'ai eu le rare privilège de voyager, vivre et travailler avec des Noirs dans beaucoup de contextes. Cela m'a sensibilisé sur comment nous devons comprendre la particularité de situations différentes. Au sujet du panafricanisme, au sujet de la solidarité internationale dans le monde noir, quelle que soit la zone du monde noir où nous vivons, nous avons une série de responsabilités. L'une des plus importantes est de définir notre propre situation. Seconde responsabilité est de présenter cette définition aux autres parties du monde noir, en réalité à tout le monde progressiste. Troisième responsabilité, je le pense dans l'ordre de priorité, est d'aider les autres peuples dans une partie différente du monde noir à réfléchir sur leur propre expérience particulière. La priorité est de nous adresser aux nôtres. C'est comme cela que nous analysons où nous en sommes. Ensuite, nous pouvons dire aux autres participants de la lutte du tiers-monde, voici l'analyse à nos yeux de ce qui se passe. Ces gens-là prendront et en feront ce qu'ils en veulent. Mais s'ils ont un sens de l'internationalisme, ils la traiteront très sérieusement. Seulement, alors, je serai en position de dire que de notre point de vue particulier, la lutte avance dans cette direction. Voici comment votre analyse me semble pouvoir fonctionner, ou à la lumière de notre expérience, ici ou là, nous aimerions interroger tel ou tel aspect. Fin de citation. L'alternative radicale que je peux soutenir est de faire un bilan pratique des expériences panafricanistes concrètes et de reprendre le projet à zéro de manière méthodique. Le bilan se trouve dans l'histoire des luttes panafricanistes, l'héritage des organisations panafricanistes, les leçons à en tirer notamment dans les pays où le panafricanisme a été au pouvoir. Ce bilan, nous en faisons un programme commun et ce programme commun est repris chaque territoire par une organisation politique fédérale. Cette organisation a des sections sur le continent et dans la diaspora, ce qui lui permet
d'assurer à son échelle un laboratoire de fédéralisme. Une organisation fédérale avec la même organisation dans chaque territoire sur le modèle des fractales. C'est ce que nous essayons de faire avec la Ligue panafricaine MOUJA, organisation politique dont je suis par ailleurs secrétaire général chargé du programme politique et de la diplomatie. Ensuite, reprendre le projet à zéro, remettre le panafricanisme debout, signifie qu'il faut miser sur l'éducation. Si, sur 10 ans, vous formez une jeunesse aux enjeux du panafricanisme, vous pouvez être certain que dans 20 ans, vous aurez des gouvernements panafricanistes et incorruptibles. Quand l'Union africaine propose l'agenda 2063, il faut voir que ce sont les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans seront probablement au pouvoir en 2063. Si vous refusez à ces jeunes une éducation au panafricanisme aujourd'hui, sabotez votre plan avec 40 ans d'avance. C'est ce que fait l'Union africaine. L'éducation doit être un enjeu de souveraineté continentale. Et si nous parlons de priorité, il faut mettre les moyens matériels et financiers. La troisième question, qui me semble être la plus importante et la plus intéressante ici, quelle doit être l'attitude des mouvements panafricanistes face à la montée en puissance de la réponse afro-libérale, c'est-à-dire des initiatives qui surfent sur le sentiment du panafricanisme généralisé pour imposer des politiques néolibérales au détriment des peuples africains. Premièrement, sur l'attitude, les mouvements panafricanistes doivent montrer moins d'arrogance et moins de condescendance, car l'attitude peut être très contre-productive. L'idée d'un panafricanisme anti-système est à clarifier. Un mouvement qui a été chassé du système dans le cadre d'une purge n'est pas du tout la même chose qu'un mouvement qui est sorti du système dans le cadre de ce que Samir Amin appelait la déconnexion. Si le système produit des mouvements panafricanistes anti-système qui se présentent de manière répulsive, les gens iront dans le piège de l'afro-libéralisme, qui sur la sympathie, la séduction. Les Noirs autour de Macron sont très sympathiques et très séduisants. Si le panafricanisme fonctionne comme une publicité ou par des logiques d'ultimatum, il ne fait que renforcer le sentiment sur lequel se développe l'afro-libéralisme. Les gens vont toujours là où ça commence à l'heure. L'afro-libéralisme reprend une partie de la stratégie des églises. La bataille contre les politiques néolibérales est donc une bataille technique qui ne doit pas partir dans l'émotion ou dans l'escalade rhétorique qu'on raffole les médias. Et je ne citerai pas de nom, mais nous avons même parmi les présidents africains des figures afro-libérales qui sont perçues par la jeunesse comme des champions du panafricanisme. Ensuite, ce n'est pas parce qu'un projet économique réunit des Africains de plusieurs nationalités qu'il est forcément panafricaniste. On peut faire le parallèle avec le socialisme. Entreprise qui organise un plan social, si vous ne comprenez pas cette expression, vous pouvez croire que c'est un plan socialiste. Un plan social, c'est un plan capitaliste, encore plus de profit. Et pareil, l'afro-libéralisme utilise l'étiquette panafricain pour des politiques anti-panafricaines. Un autre exemple, les politiques néolibérales pénalisent en particulier les femmes africaines. Et le fait d'avoir des femmes africaines au pouvoir ou à la tête des institutions financières ne signifie pas forcément la fin de ces politiques néolibérales. Il y a donc une offensive afro-libérale dans le cadre des programmes de leadership féminin qui est une attaque frontale contre les organisations féministes progressistes. Tenir les organisations féministes progressistes est donc une ligne politique obligatoire du panafricanisme, et je dirais même du panafricanisme révolutionnaire. Troisièmement, l'afro-libéralisme est aussi la manière dont les médias diffusent des informations économiques qui servent à divertir et flatter les Africains. Lorsque l'Ouganda et la Tanzanie annoncent avant-hier la construction d'un oléoduc pour 3,5 milliards de dollars, certains saluent le panafricanisme. Mais quand vous lisez l'article jusqu'à la fin, vous découvrez que le projet est confié à une entreprise chinoise et à la société française Total. S'agit-il d'un projet panafricaniste ou d'un projet néolibéral? Quelle sera la plus-value pour les peuples ougandais et tanzaniens? Quelles seront les politiques de réparation sur les dégâts environnementaux? Les mouvements panafricanistes doivent être vigilants sur les actualités économiques qui sont trop belles pour être vraies. L'afro-libéralisme trompe certaines catégories de personnes parce qu'il utilise les images et le vocabulaire messianique, les promesses que le panafricanisme n'a pas pu tenir. Kwame Nkrumah parlait effectivement d'une zone monétaire, d'un marché continental et d'une banque centrale africaine. La zone de libre-échange continentale africaine ne s'inscrit pas du tout dans la vision de Nkrumah. Quand vous avez plein de personnes qui sont fières quand on leur dit que l'Afrique
va avoir la plus grande zone de libre-échange du monde. Ils applaudissent alors que c'est l'Afrique qui est dans les assiettes du monde. Sur ce point, beaucoup de personnes associent symboliquement le panafricanisme à la puissance et la puissance au gigantisme. Je pense que ça peut être une erreur. Sur le franc CFA, toutes les positions sont à discuter. Nous avons aussi des mouvements panafricanistes qui, par projection de puissance, veulent une monnaie africaine plus forte que l'euro ou le dollar, qui veulent telle ou telle solution, sans même se poser la question de savoir si la solution est réellement ce qu'il faut. L'afrolibéralisme est donc facilité par la méconnaissance que des militants panafricains peuvent avoir sur le fonctionnement de l'économie internationale. Et si des militants ont cette méconnaissance, c'est qu'ils n'ont pas reçu de formation. Il faut donc renforcer la formation et s'allier par exemple avec les forces civiles. Quatrièmement, le réalisme. Sans indépendance économique, l'Afrique ne pourra pas se défaire de l'afrolibéralisme. Le panafricanisme doit donc travailler un modèle économique alternatif, endiguer dans un premier temps l'afrolibéralisme. Pour cela, il faut des modèles d'entreprise solidaires, des coopératives, et même dans la déconnexion, on ne peut pas faire l'économie d'un minimum de multinationales africaines puissantes sur les secteurs qui demandent des investissements massifs dans l'industrie, l'énergie, les infrastructures, les télécommunications, et aussi le secteur de la recherche et du développement. Sur le plan de la bataille idéologique, par afrolibéralisme, je ne parle pas du tout des Nana Benz ou des big men, de toutes les femmes d'affaires et les entrepreneurs milliardaires sur les marchés du Ghana, du Nigeria ou du Cameroun qui ont monté leur business hors système. L'afrolibéralisme est la remise en question de nombreux travaux qui ont généralement considéré que le panafricanisme était tellement proche du socialisme qu'il ne pouvait jamais s'accommoder du capitalisme. Donc, il y a forcément une réflexion à mener sur les forces socialistes africaines et sur la construction artificielle des classes sociales africaines au service du marché international. Aux États-Unis, dans les années 1970, pour éteindre le mouvement pour les réparations et l'activisme d'inspiration socialiste des mouvements noirs, le gouvernement américain avait encouragé le black capitalism, le capitalisme noir, est l'opposé du panafricanisme économique. L'Afrique du Sud, après la chute de l'apartheid, a connu une politique libérale similaire qui permet l'apparition d'une bourgeoisie noire. Les dirigeants africains ont passé les années 90 et 2000 à réclamer un plan Marshall pour l'Afrique. Il y a eu aussi le débat sur le Népal. Aujourd'hui, nous avons l'afrolibéralisme qui apparaît sur le continent africain dans le cadre d'une vaste campagne de communication sur les fameuses classes moyennes africaines qui veulent consommer, qui veulent s'endetter, qui veulent se réaliser, très souvent sur le modèle occidental. Il faut donc les fournir en services, en produits et en marché. Les entreprises occidentales sont à l'affût. En incluant le panafricanisme dans leur marketing et dans leurs ressources humaines, ce sont souvent les plus racistes qui savent le mieux faire de l'argent sur le dos des panafricains. Autre versant de l'afrolibéralisme, dont Emmanuel Macron est en train de devenir champion, concerne les diasporas africaines. Comme l'a souligné Madame Tobner, le vrai sommet France-Afrique, c'est pas celui de juillet. En juillet, c'est une foire. Le vrai sommet France-Afrique, c'est celui du mois de mai, où ils vont parler argent. Il va inviter tous ces mêmes chefs d'État pour parler argent, financement, endettement du continent africain. Mais les diasporas participent au financement des économies africaines depuis très longtemps dans le cadre de circuits de solidarité ou de réseaux panafricains qui sont au cœur de l'offensive afrolibérale. Dans la diaspora comme sur le continent, le discours sur l'entrepreneuriat panafricain est aussi devenu un slogan. Comme à l'époque où on parlait commerce équitable. Dans chaque trajectoire est unique, chacun a sa conscience, mais l'entrepreneuriat panafricain va devenir du panafricanisme économique par un tour de magie. Je vais m'arrêter sur ce point et je vous remercie pour l'écoute. Thank you very much for that very incisive reflection on the perils of Afro-neoliberalism, Afro-liberalism, and really showing us just how complicated the terrain is in the 21st century with the global economy and with such powerful Black millionaires. As a Nigerian, I particularly enjoyed some of your critical reflections on the role of those who have entered and succeeded within global capitalism at the cost of African people. So I hereby invite you to give your
presentation. Professor Gordon, University of Connecticut. Thank you very much. Thank you very much. Bonsoir too. I apologize that I couldn't be here earlier. There was a conflict in schedule, and also, as you could tell, I'm a bit ill. One of the things we should ask is, what is 21st century Pan-Africanism? And when we think about 21st century Pan-Africanism, we should think about what 21st century problems are. Because we in the 21st century, we don't live on a planet that is large, because with the technologies through which we can communicate and the technologies through which we can travel, when you can go across space quickly, the planet shrinks. So even though we raise the question of Pan-Africanism, we do so on a very tiny planet. Our tiny planet is one in which it is increasingly difficult to breathe. And in that framework, we need to develop, as Fanon said, new ideas. There are romantic models of praxis that lock African peoples, unfortunately, into forms of infantilization. The language is often what to do to African peoples, instead of understanding that African peoples are already trying to figure out what to do for them and ourselves. Now, Pan-Africanism has always transcended the African continent, and it has done so through the African diaspora. But the African diaspora has always been in situations of challenges. And these challenges are such that we need to work through multiple questions at the same time. Right now, in the 21st century, on our tiny planet, we're dealing with a problem of the privatization of institutions of power. When institutions of power are privatized, that leads to large populations of people in a situation of disempowerment. And to make matters worse, right now, the language is such that it's almost forbidden to talk about socialism. Yet, ironically, there's ample evidence that socialism works. The evidence is structural white wealth. Structural white wealth was produced through social support and mechanisms that were blocked systematically from Black peoples. The rule, in fact, despite what we may hear often, is socialism for whites. In other words, whites are to have safety nets, and capitalism for Blacks, which functions against Blacks. Because capitalism
radicalizes privatization. So a Pan-Africanism in the 21st century will have to take on this question. And this question, right, requires rethinking and radicalizing our understanding of democracy, because privatization is about having large populations blocked from access to democratic practices. Now, Pan-Africanism in the 20th century was facing the question of neo-colonialism. But in the 21st century, neo-colonialism, as was pointed out in the previous presentation, is basically neoliberalism and neoconservatism. And what neoliberalism and neoconservatism do is to create conditions for political nihilism. Neoliberalism says it must be the capitalist market with individual liberties. Neoconservatism basically says capitalism, but with a group protection of Western civilization defined as white. But their power depends on a lack of faith in the ability to find political solutions to political problems. So the idea from neoliberalism and neoconservatism, and we see the consequences of this when African countries and when majority Black countries, such as in the Caribbean, take them on. The obvious conclusion, as we just saw in Tanzania, is that neoliberalism and neoconservatism kill. With the COVID-19 pandemic, we've seen the consequences there, but also neoliberalism and neoconservatism produce vulnerability. So if we're going to reduce vulnerability, it means we need to rethink the viability of democratic institutions in the African context. We need to get rid of a dual system of politics for the former governors, but a system of rule, authoritarianism, domination for the people of the global South. So this means 21st century Pan-Africanism must take seriously decolonial movements across the global South. In other words, we need to have a relational connectedness through which we are in fact building other houses instead of relying on the idea of a master's house. If we build beyond a master's house and build alternative houses, this brings us into an observation from Frantz Fanon. Because what Fanon realized was that building alternative institutions require the dialectics of action. And by that, what he meant was that human institutions require the actions of human beings to be created and to be transformed. Well, one of the institutions we need to rethink is the institution of an economy, because economies must now be understood on a tiny planet of irradiated water, a tiny planet in which there is no way to keep anybody within borders.
we need actually to rethink the very notion of economies and citizenship in the context of the global South when we think 21st century Pan-Africanism. And I mentioned earlier that the danger of neoliberalism, even when taken on by Blacks, and neoconservatism, is they lead to political nihilism. The fight against political nihilism is a fight that requires not knowing the outcome before the performance, but understanding the commitment to act. Because it is through the commitments of those in the past that we're able to raise the questions of the present. And if we act with creativity, commitment, and courage, those to come will understand us in the form of thanks. Merci beaucoup. Thank you very much, Professor Gordon, and especially given your condition, a brave and forthright and very important set of statements. So thank you for braving your condition and joining us. The questions are coming. This is a very lively gathering. I'm telling you that because we're on Zoom, so you can't feel unless you're studying both the chat and the Q&A, which are buzzing with responses. So, but I'm going to have to proceed straight on to Professor David Anthony so that we complete the presentations and then we can have a really engaged discussion, if that's okay. So Professor Anthony from University of Santa Cruz, California, please go ahead. Buenos días, bon dia, bon dia. Habari athabuhi, sabah al-khair, alafia, molo. I'm very conscious of the time. And so I'm going to try to telescope what I laid out in 3 sections. I may have to rush a little bit because I do believe in Zoom fatigue. And it's very, very important not to lose all of the wonderful participants who have joined us today. So here's the first section. It follows on, coincides with, intersects with a wonderful reference from Brother Professor Gordon because it concerns diasporas. The diaspora imparts a critical world historical dimension to the struggle to achieve Pan-Africanism. Diaspora means area of dispersal, a term borrowed from the analogous experience of the biblical Hebrews following their exile. For the past century, the most vivid symbol of diaspora was the image of the long-distance trades in enslaved Africans, the largest forced migration in history, involving all the oceans, Atlantic, Indian, and even the Pacific, as well as overland chattel commerce. Awareness of the scale and ramifications of this dispersal of what Kwame Nkrumah called Africans born in exile helped fuel the modern late 19th century Pan-Negro and early 20th century Pan-African movements. In the 21st century, diasporas have even wider meaning as particular geographic and ethnic spaces of peoples of African descent forced to migrate yet again, becoming emigrants and immigrants in Europe, the Americas, and elsewhere, reproduce aspects of home as they reach critical mass from the Horn, Little Somalias, Ethiopias, and Eritreas, West Africa, East Africa, Southern Africa, Central Equatorial Africa, Northwest in the Maghreb, and other areas. Africa and Africans are everywhere. Paraphrasing Che Guevara, we are witnessing the creation of 1, 2, 3, many diasporas. Let us bear that fact in mind. Along with it, recall that in its initial stages, the Pan-African movement had a special stimulus
from diaspora-based African descendants. Section 2. The global resonance of Black Lives Matter, the movement for Black lives, as seen in responses to the murders of George Floyd, Breonna Taylor, and so many others, as dynamizing, galvanizing other sympathetic chords in curbing police violence, are visible and audible throughout the Black world of Africa and its diasporas. Thus, it is evident that this has touched not only the metropoles, where African-descended people are minoritized, such as the UK and France, but has fed back to support local grassroots activists within the anti-SARS movement in Nigeria. This is Pan-Africanism in action, even when not named as such. It is also clear that emigration throughout Africa's diasporas has led to a broader awareness of anti-Blackness that has the potential of uniting struggles around policing, immigration, anti-Blackness, and Islamophobia, as all of these factors intersect. In North America, as far back as 1999, Amadou Diallo, a 23-year-old Guinean immigrant, was fatally shot in the Bronx, in New York, by 4 New York City plainclothes police: Sean Carroll, Richard Murphy, Edward McMillan, and Kenneth Boss. Part of a since disbanded street crimes unit, think anti-SARS, this bears earmarks of several other extrajudicial killings of Black suspects. Indicted by a Bronx grand jury for second-degree murder and reckless endangerment on March 25, 1999, the officers were granted a change of venue to Albany, resulting in acquittal by a jury of 4 Black and 8 white jurors. This is an indication of how long the 21st century underlying causes to which Black Lives Matter, the movement for Black lives, responded had been occurring. Racial profiling was the initial impetus for protests before BLM coalesced. As this was aimed at African-descended people, it attacked all Africans at once, even as some subdivisions of people of African descent argued about who should more accurately be described as African Americans. It remained evident in police eyes they all looked alike and were to be treated as such, institutionally, systematically, and structurally. So what we saw in BLM in recent years unfolding is but a continuation of generations of struggle, of resistance on a continental, then intercontinental, transcontinental scale. As we recite the litany of murdered martyrs, let us never lose sight of the resonance of their losses. The memories of their lives intersect with and inform other struggles across the globe. This provides a basis for recognizing common concerns as people of African descent across the world. This movement manifests gender equity and consciousness. Let us be strengthened by the living memory that the losses not be in vain. My third section, very quickly. One issue we must confront is that the enemy can no longer be identified with foreign spaces. The enemy often lies within, at home. Today, in Burkina Faso, ex-head of state Blaise Compaoré, who is in exile in Côte d'Ivoire, in Ivory Coast, a tribunal has called for him to be tried for the murder of Thomas Sankara,
we confront abuses of power across the continent, stifling people's movements and muting their collective voices. Pan-Africanism cannot be separated from the mass democratic movements, urgently seeking expression in Africa and the African world. How can we support this activism? How do we connect it with gender equity, as manifested in Dr. Mama's call to recognize Pan-African women? Noting a question that came up early in our Q&A section, how do we link this to youth, the vital element in Africa, present and future? They need more than words. We cannot provide for them a talk shop. As Amilcar Cabral said, always remember that the people are not fighting for ideas, for what is in humans' minds. Initially, it was translated as men's. When I see men's these days, I turn that into humans. The people fight and accept the sacrifices demanded by the struggle in order to gain material advantages, to live better and in peace, to benefit from progress, and for the better future of their children. National liberation, the struggle against colonialism, the construction of peace, progress, and independence are hollow words, devoid of any significance, unless they can be translated into a real improvement of living conditions. Mindful of the time, I end here. Thank you. Okay, thank you very much, Professor Anthony, Professor Gordon. Thank you, Hamzat Bukari Yabara. Thank you, Madame Odile Biyidi. And thank you for starting us off, Theophile Obenga. And thank you, everyone. And above all, thank you also to all our participants who have been engaging very livelily with this session. A number of things have come up, and I'm going to stress a few that I've taken particular note of because there are just so many questions. Few are specific to the panelists. They tend to be general, and it's a pity we haven't got longer, but it is clear that there's a great deal of activity ongoing. Today's conference is one in a series, and indeed there are multiple gatherings going on all over the continent and the world at this time. In the meantime, the Kora are doing a fantastic job. I've just been watching the numbers of participants rising as this event has proceeded, and where we went past 250 at some point. So this is a large gathering, and there are dozens of questions. Some of them are a lot. There's a lot confirming the unanimous commitment to a single federated state, to the Pan-African unity, to the vision of Pan-Africanism. There's a huge number who are stressing the need for that to be centered on the continent. There's a complete buy-in to the idea that Africa needs to unite in the face of complex and multiple intrusions, assassinations, interventions, the rigging of the global legal and international relations systems, and the global military structure. So the damage of corporate capitalism and its militarized accompaniments are widely understood to be at the root of the problems. There is also a great deal of questioning about the intellectual challenge and a great amount of stress on the importance of education and a great concern about the next generation. So there are questions, and there's a lot of learning to be done from reading through the chats because people are sharing examples of Pan-African education projects and other projects. Now to the questions. And this is a tough one. There are some, okay, I'm going to pick up the particular demand for concrete questions. There are a lot of people wanting to know concrete ways of moving forward.
And I think that is a good way to go, because as I said, there is some philosophical and intellectual unanimity. There is indeed a stress on critiques of the global capitalist order and the need for alternatives. For example, Ousmane Tiansek says the process of global transformation will be questioned under the scaffolding. We need a whole new political economy, not a new form of enlarged reproduction of capital. And he asks the question, which I think you all have answered, is today's Pan-Africanism for our political elites just a tool of soft power to mobilize and lull us to sleep? Well, I think the presenters have answered that. There's a great amount of, particularly the latter presenters have stressed the need for a people-centered Pan-Africanism that is not appropriated by the elites, by those that Hamzat refers to as the Afro-liberals, and others have referred to as what we used to call compradors. They're the traitors, the betrayers of African interests, many of whom are our leaders. So questions, how do we do this? When, how, and with whom? There are lots of calls for action. There's a push to get beyond recognition and discourse into practical action that stresses the positive examples, and a recognition that among the diverse discourses, we have to lift up the most radical, the most forward-looking. I think that's very much where this conversation has gone. Priscilla Platt asks a question that's quite concrete. She says, given the size of the African continent and the cultural and ethnic pluralism of each of the countries that make it up today, why not standardize and institutionalize our Pan-African actions through an already existing system like the African Union? She notes that this would need some restructuring without Western interference and the cooperation of African states. But there's a question, can we work within the existing structure? Similarly, there's a question I'm just trying to find which relates to this. I'm going to put these two together. If I can just find it among the many questions. And it is a question about how the African Union wants throughout, in 2007, I think, throughout the demand for African unity, for a united state. And it's a question of, can we persuade African parties and structures to continuously pressurize the African Union to once again table the very widespread demand for Africa to unite? They threw it out. Can they be prevailed upon? Here it is. Yeah, in 2007, the African Union held a summit in Ghana on the 50th anniversary of Ghana's independence. There was considerable excitement because one of the agenda items was union government for Africa, but the issue was kicked into the grass. Do the members of the panel agree that this initiative needs to be revived? Perhaps Cora can make it one of its annual activities to get this question regularly placed on the agenda of the AU summits. Sooner or later, the leaders of Africa may be embarrassed to take the decision to move forward on it. And in a similar vein, so this is about how do we mobilize power? Can we pressure the existing power structure for continental governance? And related to that, does the panel agree that a continental gathering of African political parties should be called with a view to getting Africa's parties to agree to include union government for Africa as a central plank of their party's political platforms? So this is taking it two ways. I will put those questions to the panel and give people, let's ask for some responses. The third one is, does it have to happen in all institutions simultaneously? So this is all about the institutional interventions that might be orchestrated to advance this cause. Ce qu'on fait, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité. Le Simon Bolivar a convoqué tous les États, tous les responsables de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, au Congrès de Panama, en disant qu'il faut faire les États-Unis de l'Amérique du Sud.
On a la même langue, l'espagnol. On est très riche. On est tous des chrétiens. On peut développer une grande richesse. On a trouvé toutes sortes de prétextes. On n'a pas ceci, les institutions, l'impérialisme, le colonialisme. On ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Aujourd'hui, aucun pays de l'Amérique latine n'est audible au plan international. On ne les écoute même pas, à part la drogue, les marijuana et la cocaïne qu'ils vendent. Il n'y a rien du tout. Alors qu'ils sont plus riches que les États-Unis. Ils ont le pétrole, ils ont l'uranium, ils ont les océans, ils ont tout la forêt. Parce qu'ils ont loupé le congrès de Panama proposé par le général Simón Bolívar. En revanche, aux États-Unis, ce n'est pas 50 types qui ont fait les États-Unis d'Amérique. C'est à peine 8 types seulement. Il y a eu Franklin qui était malade, il avait la goutte, il ne partait pas à toutes les réunions. Il y a eu le premier président, il avait à peine 50 ans, à peine, George Washington. Ensuite, Madison avait 30 ans. Il serait le 4e président des États-Unis. Jefferson avait 28 ans. Hamilton, l'avocat de New York, avait 30 ans. Ce sont les jeunes gens de 30 ans, 33 ans qui ont fait les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas autre chose. Les États, au départ, ils étaient 13 États seulement. Et d'autres avaient voté contre la Constitution. Ils ont fait la Constitution. Faisons la Constitution. Ceux qui adhèrent à la Constitution font la Fédération de la République des États-Unis. On sera puissant, on va commander le monde. Et ils ont fait ça. C'est des jeunes gens de 28 ans. Jefferson avait 28 ans. Madison, 30 ans. Hamilton, 33 ans. Ils n'étaient pas vieux. Et ceux qui ont loupé le congrès de Panama avec Bolivar, ils en sont où aujourd'hui? Donc, il faut faire des choses, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Si nous ne faisons pas l'État fédéral panafricain, on a beau faire l'économie, le ceci, les partis, toutes les excuses, le libéralisme, on ne va pas compter sur le plan mondial. Et avec la science qui va se développer, on sera encore plus esclave, plus dépendant, encore plus malheureux. Il faut faire ces choses-là. On n'a pas toutes les cartes, on fait avec ce qu'on a. Et les générations futures vont perfectionner. Il est temps. Mais vous voyez bien que même la maladie, le corona, on ne s'occupe pas de l'Afrique. On s'en fout de vous. On ne vous donne pas les vaccins. On ne s'occupe pas de vous. Vous avez beau crier. Le Niger est une puissance économique. L'Afrique du Sud est une puissance économique. L'Égypte est une puissance économique. Mais ça ne compte pas. Il faut la puissance politique. C'est ça qui dirige le monde. Les États-Unis, c'est la politique. Et ils utilisent leur armée, leur économie, leur dollar. Mais c'est la politique d'abord. L'État de Californie est plus grand, plus puissant que l'État de la Colonie du Sud. Mais ils sont tous unis. Africa must unite. Africa must unite. C'est ça le Kwame Nkrumah. Africa must unite. Marcus Garvey. Africa to Africa. C'est l'unité africaine, la solidarité, l'État fédéral. En dehors de ça, on ne peut pas être Dieu, avoir tout sur le plan, toute la vision, toutes les analyses, tout est complet, tout est beau, c'est impossible. On fait avec ce qu'on y a des urgences historiques. Quand on loupe un tournant historique, c'est très difficile de se rattraper. Les Chinois n'ont pas fait avec tout ce qu'ils avaient. Ils ont fait la longue marche avec Mao Tse-tung. Ils ont eu le pays. Bon, il y avait déjà l'empire qui existait. Ils ont introduit, ils ont fait leur plan, ils ont fait Shanghai, ils sont développés. Mais c'est les plus puissants économiquement aujourd'hui, battent même les États-Unis. Ils sont dans le capitalisme, ils travaillent. Ils sont indépendants, on ne peut pas leur imposer des choses. Mais nous, on a beau faire. L'Occident est méchant contre l'Afrique. L'Occident. Hein, Madame Audi l'a bien dit, l'Occident, même les jeunes Macron, ils sont contre l'Afrique. Personne n'aime l'Afrique en Occident. On a beau faire des compromis. Il faut faire, on n'a pas tout ce qu'il faut faire. Il faut faire avec ce qu'on a. Bâtir la fédération, on peut le faire. On a loupé, on a fait l'Union africaine. Quel est le pays africain qui obéit à l'Union, à l'organisation de l'unité africaine? Quel est l'État africain aujourd'hui qui obéit à l'Union africaine à Addis Abeba? Aucun État. S'il y a les élections, tous, on s'en fiche. On n'obéit même pas. Ils n'ont aucun poids sur l'Afrique qui marche. Et pour dire l'Union africaine là-bas, c'est un truc administratif qui n'a aucun pouvoir politique. Il n'y a rien du tout là-bas. On ne va pas continuer à faire comme ça l'Union africaine, il n'y a rien du tout là-bas.
Faisons l'État fédéral avec les moyens qu'on a, avec les intelligences qu'il y a, avec les difficultés qu'il y a, avec ce qui est incomplet, mais faisons ça. Si on loupe comme on a loupé avec Simon Bolivar, les générations qui viendront vont le payer. Aujourd'hui, il est impossible à l'Amérique du Sud de faire une union quelconque. Il fait le Mercosur, ils font les Chavez et tout, mais c'est difficile de refaire l'unité. L'Europe, ils n'ont pas d'État fédéral. Ils ont l'Union européenne. Chaque est président, ils n'ont pas la même armée, ils n'ont pas la même diplomatie. Ils sont faibles devant la Chine et ça ne vaut rien. Même ils quittent même leur Brexit et tout. Ils quittent, ça va s'effacer. Si l'Allemagne quitte l'Union européenne, il n'y a plus rien du tout. Ce n'est pas un État fédéral. C'est simplement une union comme ça, une organisation économique, etc. Et le corona est venu. Ils ont refait les frontières, non? Pour empêcher les gens de circuler, malgré le Schengen. Donc, il ne faut pas qu'on perde trop d'intellectualisme. C'est des analyses fines, je veux bien, mais c'est de l'intellectualisme. Il faut faire l'État. Il est urgent, plus que jamais, de lancer le continent africain. Vous êtes intelligent, il y a les richesses, on peut le faire. On peut le faire. C'est ça le problème numéro un. Le reste, c'est des finesses intellectuelles. Moi, je veux bien. Je veux bien qu'on fasse la dialectique. Je veux bien. Mais au congrès de Panama avec Bolivar, on a fait la dialectique. Ça nous a conduit où? Qui écoute même l'Amérique latine, même les pays comme l'Argentine, comme la Colombie, comme le Venezuela, comme le Brésil. Personne n'écoute ça sur le plan mondial. Ils n'ont aucun poids sur le plan mondial. Les États-Unis ont un poids parce qu'ils ont fait la fédération. Et tout le monde n'était pas d'accord. Ils étaient 13 ou 19 au départ. Ils n'étaient pas nombreux. Les autres sont venus après. Et puis ça a donné une puissance. Mais dites aujourd'hui à la Géorgie, Atlanta, qui ne voulait pas être membre à cause des plantations esclavagistes. Ils peuvent quitter aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Même l'Alaska est venu après, Hawaï est venu après, on a acheté. Il faut faire comme ça. L'histoire ne fait pas trop de dialectique, parce que sinon vous perdez le temps. On n'a pas toutes les cartes dans la main pour jouer au joker. On n'a pas toutes les cartes. On fait avec ce qu'on a. S'il n'y a pas d'État fédéral, mais on sera encore plus esclave encore. Plus esclave encore. Parce que l'Europe sera de plus en plus pauvre. Ils vont prendre toutes les matières. En Afrique, vous serez encore plus pauvre. Avec la technologie, avec tous les moyens modernes, on sera encore désemparé. Il faut faire ça maintenant. C'est l'urgence numéro un. Le reste, on va régler. Les problèmes, les syndicats, les ceci, les femmes, les colons, on va régler ces problèmes. Ça se règle. L'économie ne finit jamais. Mais la politique finit à un moment donné. On a loupé le congrès de Panama. L'Amérique latine ne vaut rien aujourd'hui. Aucun pays, on n'écoute aucun pays de l'Amérique latine aujourd'hui dans le monde du 21e siècle. Aucun pays. Et pourtant, ils sont riches, ils sont puissants. Ils n'ont que la cocaïne et le marijuana, c'est tout. Okay, would anyone else like to respond? I see that Professor Gordon has responded to the question of the institution, saying we need to rethink governance. Instead of just presidents and cabinets, we should build successive federal structures towards a form of global federalism with councils without borders. Would you care to elaborate on that? It responds directly to Certainly. We have organized our planet according to 18th and 19th century models of governance. But the fact of the matter is that if we were to get rid of the borders, capital will have nowhere to go to produce vulnerable labor. Additionally, the mistake we make is that we're not asking about how we organize governance. If you look at the way we run countries, they look like corporate boards. You see, the CEO, the board of trustees, etc. But we've outgrown that. Humanity right now needs to live in a way in which if we had councils that are rotating, that are connecting, and there's movement across the planet, we could have new ways of thinking about how power and culture relate to each other. And one of the best examples of this is the climate issue. We cannot do anything about the climate issue in the current government arrangement because all would make it fail is a group of countries deciding to ignore it.
However, if we begin to understand ourselves as a global community, and we no longer have to deal with passports, and we don't have to deal with the way we currently have commerce, the relative affordability of material goods could be global. And that would actually affect the lives, not only of people, but also other aspects of planetary life. And so some people say it's impossible to have global federalism. But what we don't realize is there was a time when people would have said it was impossible for us to have a global anything. For us to build it, we should start right now building the political blocks, the foundations, the institutions that would create more egalitarian or equal distributions of power across the planet. And it may not be for us right now to see it, but we need to set those foundations because the planet is going to continue to get smaller. And that means the impact anywhere is going to be on everywhere. Thank you. That's addressing how we might organize power and governance and indeed the mobility of people, which is clearly a huge problem in terms of the voluntary mass migration at great cost and risk to life, which is the modern version of, as you rightly pointed out, the history of slavery. They used to have to capture people. Now people are just driven by the disasters on the continent. So, but you're making me think there's governance, there's people, and I actually want to ask people, because several in the question are posing the question of the economy. For example, the African Free Trade Area is talking about mobility of capital, and it looks set to reinforce existing neoliberal paradigms, and it's not addressing people. I want to raise the question that a lot of people are raising, and Amzat mentioned it in his presentation, what kind of economic organizing can accompany these alternative political organizing forms? So if we change the nature of our institutions, political institutions and systems of governance, perhaps along the lines that you've suggested, how do we also reorganize the economy? How do we actually grapple with the beast of global neoliberal capitalism as it currently is, backed up by military force? The US national security doctrine entitles the United States to invade any country where there are natural resources that it feels it needs as a matter of its own national security. I mean, and we're up against that. So the economic sovereignty, how do we tackle with that, given that it is backed up by military power? Do people have ideas on the question of the economy? I'm looking at Amzat because I heard him say something about that in his presentation. Oui, sur l'économie, il y a déjà des choses qui ont été faites dans le passé. Il y a eu des expériences en Tanzanie, au Burkina Faso, au Ghana aussi à un moment, ou dans d'autres pays. Je pense que il ne faut pas non plus balayer d'un revers de la main ce qui se fait sur d'autres continents. Quand vous voulez vous débarrasser d'un colon, regardez comment d'autres, dans leur pays, se sont débarrassés du même colon. Les Vietnamiens ont infligé une raclée à la France, Bien Phu, en 1950. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre des autres peuples qui se sont débarrassés des soi-disant puissances qui nous terroriseraient en Afrique. Les peuples autochtones, au niveau de la Bolivie, au niveau du Colombie, au niveau de certains pays d'Amérique latine, se battent notamment sur la question du droit autochtone, vis-à-vis notamment de la bataille contre les multinationales, par rapport à la nécessité de repenser le droit ancestral, de travailler le droit. Et je pense que le continent africain ne pourra pas s'en sortir sans son propre modèle juridique qui va avec son paradigme économique et civilisationnel. On ne peut fonctionner que sur deux jambes. Là que Cheikh Anta Diop avait bien parlé du volet économique et du volet culturel. Or, c'est de
constaté que dans le magma des institutions régionales ou continentales africaines, était axé sur le économique. Il y a plein d'organisations économiques, strictement rien sur le culturel. Donc ça ne peut pas marcher, c'est peut-être que des institutions qui favorisent l'extraversion dans laquelle le continent africain est déjà positionné. Également un travail sur les questions de fiscalité. Aujourd'hui, aucun gouvernement africain isolé ne peut imposer réellement aux multinationales sa loi. Ce n'est que si tout le continent africain se met ensemble avec, on va dire, une autorité indétrônable, que cela pourrait se faire. Et ça pose, in fine, le modèle de développement que nous voulons. Personnellement, je ne conçois pas forcément le panafricanisme comme la volonté de montrer au monde entier qu'on est fort, qu'on est puissant, etc. Je pense que le plus important, ce n'est pas de compter dans le monde, mais d'abord pour nous-mêmes. Le peuple de Saint-Vincent, qui subit le volcan actuellement dans la Caraïbe, il a été entendu par le peuple du Venezuela. Et ça montre que une petite île de 100 000 habitants est capable de générer de la solidarité des autres îles de la Caraïbe, du Venezuela et des Cuba. Le panafricanisme. Vous ne verrez jamais sur ce grand continent africain, quand il y a une catastrophe dans un pays africain, les autres pays africains se mobiliser comme ils le font actuellement dans la Caraïbe par rapport à ça. Pourquoi? Parce que dans la Caraïbe, il y a des conditions géographiques, que les populations vivent dans un espace qui n'était pas fait pour y vivre de cette manière-là, avec ce système économique-là. La notion de la survie est centrale. Parce qu'il y a cette notion de survie, il y a la solidarité qui va avec. Moi, le thème de la survie, c'est un thème sur lequel nous devons vraiment travailler. Le thème également de l'économie, compris dans le sens de la rigueur de l'utilisation des moyens. L'économie dans les pays scandinaves n'a rien à voir avec l'économie dans un pays comme la France. C'est corrompu. En Scandinavie, quand un ministre utilise la carte du ministère, il est viré dans la minute qui suit. Il y a une question aussi d'éducation, il y a une question de valeur. Quand on parle des États-Unis, leur puissance s'est construite sur l'exploitation des nègres. Alors, est-ce que nous allons construire nos États-Unis d'Afrique en exploitant quelqu'un ou pas? C'est aussi ces questions-là qu'il faut se poser quand on veut transposer les modèles de construction qui ont été faits ailleurs et qui sont devenus puissants sur notre dos. On ne peut pas le reproduire de la même manière. Donc, c'est à nous d'être plus intelligents, voir comment nous voulons manœuvrer. Maintenant, effectivement, dans la Constitution, il peut y avoir des belles choses. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les ressources africaines soient transformées sur place, qu'on crée des industries, que tout soit fait sur place, etc. Et nous savons déjà ce que font les dirigeants actuels des constitutions. Ils les piétinent, ils les déchirent, ils n'en ont rien à faire. Donc, vous pouvez faire une très belle constitution panafricaine. Alors, l'Union africaine a de magnifiques textes, ça ne pèse rien du tout. Ça ne pèsera rien tant qu'il n'y aura pas des panafricanistes aux affaires. Plutôt que de dire le débat de 2007, ceci, cela, etc., si en 2007, ces dirigeants-là avaient dit pendant 10 ans, on va former la jeunesse, on aurait des gouvernements panafricanistes aujourd'hui. Donc, on va relancer le débat de 2007 aujourd'hui. Dans 10 ans, on fera le débat de 2021. Alors qu'il suffit juste de décider que pendant 10 ans, je ne sais pas, on peut dire n'importe quoi, on va créer l'École nationale d'administration panafricaine, je ne sais quoi, créer vraiment des personnes à tous les niveaux de catégorie qui peuvent porter ce panafricanisme-là. 10 ans, le problème est réglé. Et le problème que nous avons, c'est que pour nous, l'éducation, ce n'est pas assez révolutionnaire. On dit ils veulent s'engager, ils veulent l'action, etc. Parmi les gens qui disent qu'ils veulent s'engager dans le public, il y en a combien qui sont dans des mouvements? Il y en a combien qui sont dans des associations? Si vous n'êtes pas dans un mouvement ou dans une association, la première chose à faire, allez dans un mouvement, dans une association, dans un collectif. Restez pas seul. Parce que si vous restez isolé, vous êtes une proie parfaite pour les loups. Et nous nous battons depuis longtemps. Voilà. Thank you very much. And in the chat, people are appreciating you as our beloved elder. You have been around longer than most of us. And for that reason, we give you extra space. Thank you very much for everything. Thank you, beloved elders. And, you know, I'm probably in the middle somewhere, but I just want to really appreciate the transgenerational character of this forum.
We must revere our elders and we must hear our young. And let's bring more young people to the platform too. Lionel, thank you very much for the privilege of today. Thank you, Cora.